Je pense que c'est un sujet aussi d'équité entre les différents individus, de justice même sociale. Après, c'est aussi particulièrement sur les femmes. On est deux femmes aujourd'hui, donc ça me fait plaisir qu'on puisse en parler. Je pense que c'est aussi une justice entre les genres, parce que aujourd'hui, les femmes sont quand même en moyenne moins payées que les hommes. Elles vont avoir des retraites moins importantes. Et surtout, je pense que ça n'est pas un désavantage quand on veut investir à long terme, par exemple, pour se constituer un capital retraite. Il y avait une étude de Trade Republic qui avait bien montré là-dessus que sur le long terme, c'est la régularité qui va compter et que globalement, je crois, c'est ce qui démontrait que les femmes performaient mieux de plus de 2% de performance par rapport aux hommes parce que elles investissaient de façon très régulière et sur des choses peut-être moins risquées et que sur le long terme, eh bien, c'est ça qui paye. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Perspective de vie. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous donnons la parole à des leaders d'opinion qui redéfinissent l'investissement, la gestion patrimoniale et l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous avons une invitée d'exception, une invitée qui a 40 ans d'expérience des marchés financiers. Elle sait de quoi elle parle, la bourse, les marchés financiers, donc ça va être super intéressant parce qu'elle va nous partager sa vision sur l'évolution de ces marchés financiers. Donc on va pouvoir profiter de ces 40 années d'expérience de Anne Guignard. Bonjour Anne. Bonjour Célia, moi je suis ravie de partager ça aussi avec toi et avec vous aujourd'hui. Effectivement, 2025, ça fait 40 ans. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça fait beaucoup moins. Bon, ce qui prouve que dans les marchés financiers, on s'ennuie pas. Mais c'est vrai que c'est une matière vraiment qui s'est beaucoup renouvelée. Et donc, tout au long de ces années et encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'apprendre. Je pense que c'est ça ce qui fait qu'on peut durer dans une activité. C'est le fait de tout le temps pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. L'apprentissage nous nourrit. Oui, parce que 40 ans, donc tu as fait des études de Sciences Po, tu as été à la Société Générale, tu as été à la Bourse de Paris. Avant, ça s'appelait Bourse de Paris. Tu as fait après de nombreuses années à Euronext. Ensuite, tu as travaillé en start-up. Donc là, tu as basculé dans le monde entrepreneurial. Et aujourd'hui, tu es directrice générale de l'association Place des investisseurs. Et donc, cette association a pour but d'éduquer financièrement, répondre aux questions des investisseurs. Individuel, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Donc aujourd'hui, ton activité, c'est DG au sein de Place des investisseurs. Et tu es aussi, tu m'as dit, administratrice indépendante d'une société cotée à Euronext Growth, qui est Cléa Holding. Donc c'est super parce que tu as cette vision chez Place des investisseurs pour les particuliers et au sein de ta place de board member de Cléa Holding, tu as aussi ce côté entreprise institutionnelle. Absolument. Donc, tu as plein de casquettes. Voilà. Donc, Anne, si tu peux retracer un petit peu ton parcours, nous dire qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui, qui est la Anne d'aujourd'hui qui a façonné Anne Guignard. Alors, c'est sûr que si je me reporte en 1985, quand j'ai commencé à travailler à la fin de mes études, donc j'ai fait des études à Sciences Po Paris d'économie et de finance et je suis rentrée un peu naturellement dans la banque. C'était vraiment une époque où on cherchait pas du travail, on rentrait directement à la sortie de ses études, c'était assez facile. Et puis, j'ai basculé effectivement en 90 en rentrant à la Bourse de Paris, qui est maintenant Euronext. Et là, j'ai pu voir toute l'évolution des marchés financiers, donc à la fois en termes technologiques, parce qu'il y a eu des innovations technologiques avec l'électronisation des marchés, qui a été très, très importante. Et puis également, je dirais, l'évolution organisationnelle, puisque d'une société qui était franco-française, Euronext est devenue une société américaine, après européenne, après américaine, à nouveau européenne. Donc, en fait, c'était vraiment, pendant ces 25 ans, un parcours extrêmement diversifié. Je suis passée des fonctions finance à des fonctions marketing et plus après des fonctions commerciales. Donc ça a vraiment été, j'ai jamais eu le temps de m'ennuyer. J'ai toujours vu des choses nouvelles. Et je dirais aussi que ce qui m'a marqué énormément dans les dernières années, ça a été cette ouverture à travailler avec d'autres nationalités. Qui est vraiment une chance. C'est formidable de pouvoir
se dire qu'on est obligé de revoir la façon dont on réfléchit, de revoir la façon dont on travaille. Et là, je parle vraiment pas uniquement des problèmes de langue, hein, mais c'est vraiment les méthodes de travail sont pas les mêmes. Donc on est obligé de se remettre en cause, exactement, et de toujours se dire, en fait, le point de vue de l'autre est peut-être différent parce que il a une perception, son raisonnement est différent. Ça veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais ça veut dire qu'on est obligé de revoir ses arguments. Donc, je pense que ça aide beaucoup. Aujourd'hui, donc, tu es directrice générale de Place des investisseurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Place des investisseurs ? Absolument. Donc là, je suis depuis le début de l'année 2024. Après, on le verra, un revenu de parcours qui ont été un parcours plus entrepreneurial. Mais je suis revenue donc à mes premières amours, la finance. Place des investisseurs, c'est une association qui est très ancienne puisqu'elle date de 1969 et qui a accompagné à l'époque ce qu'on appelait les clubs d'investissement, qui existent toujours, qui étaient donc ce regroupement de personnes qui souhaitaient investir de façon collaborative. On n'employait pas le mot à l'époque, mais c'était exactement ça, et de pouvoir surtout échanger, puis de pouvoir investir collectivement. Aujourd'hui, c'est un réseau de 100 000 investisseurs individuels. Et notre raison d'être est une très bonne raison d'être puisque c'est de placer le citoyen au cœur de l'économie et financer les transformations du monde. Donc c'est très ambitieux, mais à la fois c'est une très belle raison d'être et je pense que ça donne du sens à l'investissement. Donc notre objectif, c'est effectivement beaucoup de pédagogie et l'objectif ultime, c'est quelque chose de très d'actualité aujourd'hui puisque tous les acteurs de l'économie en parlent, c'est faire que les épargnants français deviennent des investisseurs éclairés et engagés, c'est-à-dire qu'ils prennent le pouvoir, qu'ils se disent, selon mes valeurs, avec mon libre arbitre, je souhaite que mon épargne serve à ça ou finance ça ou est telle performance, rentabilité parce que j'ai tel objectif, mais voilà, qu'ils le fassent de façon tout à fait éclairée. Donc on a beaucoup de travail. Et tu penses que c'est important que tout un chacun investisse son épargne ? Alors, je pense que c'est important. Ça l'a toujours été. Je pense que c'est un sujet aussi d'équité entre les différents individus, de justice même sociale. Parce qu'il y a un manque d'équité. Oui, bien sûr. Je pense qu'on est dans les catégories les plus favorisées. Bien évidemment, on va avoir accès à cette éducation par ces études ou pas d'ailleurs, puisqu'on peut avoir, moi j'ai beaucoup d'amis médecins par exemple qui n'ont pas eu de formation à comment investir. Donc il faut se faire conseiller, mais pour se faire conseiller de façon éclairée, il faut quand même avoir une première base. Mais c'est sûr que si on est pas forcément dans les couches sociales les plus élevées, on n'aura pas forcément accès puisque c'est pas des concepts qui sont, je dirais, prodigués dans le parcours scolaire de l'éducation nationale. Donc c'est vraiment après. Donc si on fait pas des études là-dessus, on peut passer complètement à travers, je dirais, ce minimum de connaissances qu'il faut savoir pour soit intervenir tout seul, soit être conseillé, mais avoir quand même un esprit critique par rapport aux conseillers qui nous accompagnent. Donc ça, c'est toujours important. Après, c'est aussi particulièrement sur les femmes, et on est 2 femmes aujourd'hui, donc ça me fait plaisir qu'on puisse en parler. Je pense que c'est aussi une justice entre les genres parce que aujourd'hui, les femmes sont encore, même si ça progresse, et notamment la France est bien positionnée là-dessus et sur ce progrès, les femmes sont quand même en moyenne moins payées que les hommes, donc elles vont avoir des retraites moins importantes.
on le sait, et là c'est culturel et c'est largement partagé en Europe, mais le sujet de l'investissement financier est pas un sujet que les femmes se préemptent. Elles ont beaucoup d'autres choses dans leur charge mentale, donc c'est quelque chose qu'elles délèguent plutôt à leurs compagnons, à leur mari. Je pense que c'est uniquement une question de charge mentale. Pourquoi est-ce que les femmes s'intéressent moins à l'investissement? Alors, en tout cas, en 40 ans, donc tu vois, ça fait presque 2 générations, moi j'ai pu voir que les femmes, elles ont investi quasiment tous les métiers aujourd'hui dans tous les secteurs. Donc ça veut dire que c'est pas un problème de formation. Aujourd'hui, les femmes, elles sont bien formées sur d'autres sujets. Je pense que c'est effectivement très culturel et qu'il faut travailler là-dessus et que oui, les femmes ont beaucoup de charge mentale, même si ça progresse aussi. Et je peux voir la différence. Moi-même, j'ai travaillé, vous voyez, je continue de travailler. Ça fait 40 ans que je travaille. J'ai eu 3 enfants, 4 ans, voilà, qui maintenant sont grands, ils ont ton âge. Et j'ai jamais arrêté de travailler. Donc, bien sûr que tout est possible, mais avec une charge mentale quand même très importante. Donc c'est vrai que il faut trouver le temps aussi. Et en plus, si ça n'a pas été dans son parcours de formation des concepts et des notions qu'on a apprises, bien il faut trouver le temps de pouvoir se former. Donc je pense que notamment sur les femmes, c'est important de les former aujourd'hui parce que donc les femmes sont en moyenne moins bien payées. Donc, elles vont avoir des retraites en moyenne moins importantes. Elles vont vivre plus longtemps. Oui. Elles vivent d'ailleurs plus longtemps. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment important si on veut rattraper cet écart, de former les jeunes femmes aujourd'hui à pouvoir investir, notamment pour préparer leur retraite. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'elles vont faire moins spontanément que les hommes. Oui. Non, je discutais de ça la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, avec une conseillère en gestion de patrimoine qui est cliente au sein du studio. Et elle me disait, elle est devenue veuve, voilà. Et elle se retrouve face au notaire et elle découvre tous les investissements qu'a fait le mari et elle tombe des nues parce qu'elle ne sait pas comment gérer ça. Elle est complètement perdue là-dedans. Alors déjà qu'elle est en train de vivre son deuil et en plus elle a ça à gérer, à comprendre. Donc, ça rajoute un stress supplémentaire, une anxiété supplémentaire. Et c'est vrai que, comme tu dis, si on se formait et qu'on s'y intéressait bien avant, ça serait beaucoup plus facile. Exactement. Au dénouement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, en tout cas, chez Place des Investisseurs, on veut travailler. On a fait partie d'un programme Invest for Better, donc l'investissement féminin sur de l'investissement, la formation à l'investissement durable pour les femmes en 2023, dans un programme européen. Donc il y avait 4 pays. Il y avait la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, et donc on va réitérer ça donc au 2e trimestre de cette année en faisant des formations en ligne. Donc voilà, chez Place des Investisseurs et moi particulièrement, je suis très convaincue qu'il faut faire un effort là-dessus. Et moi qui suis beaucoup pour la mixité, moi je suis vraiment dans une génération qui a connu la mixité, parce que moi les écoles étaient mixtes et puis on parlait pas de la notion de genre autant qu'on en parle aujourd'hui. Après avoir fait cette première expérience de formation et discuté avec mes homologues européens, je suis persuadée qu'en termes d'investissement, il faut, en tout cas pour les femmes qui vont vraiment débuter, eh bien, il faut faire des formations où elles ne soient qu'entre femmes. Parce qu'on a remarqué dans la première expérience que, et c'est vraiment pas de façon volontaire, mais de façon spontanée, eh bien, quand on est dans des groupes mixtes, hommes-femmes, de débutants, comme ça, les hommes vont plus facilement prendre la parole et les femmes vont se mettre plus facilement en retrait. Donc je suis convaincue que pour vraiment commencer une initiation, on va commencer par des cercles de femmes et que pour les modules, je dirais, plus avancés après, une fois qu'elles auront acquis cette base de compétences et qu'elles auront acquis de la confiance sur ce sujet,
on peut faire des groupes, bien sûr, hommes-femmes, et voilà. Et quand on n'aura que des groupes hommes-femmes, c'est qu'on aura gagné notre combat, puisque c'est pas l'objectif de faire des choses séparées. Mais je pense que de façon transitoire, c'est une bonne chose de procéder comme ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Quand on parle d'investissement, quand on parle finance, investir son argent, les femmes qui débutent et qui apprennent les bases, elles ont besoin juste d'être entre elles pour... c'est quoi? C'est peur d'être ridicule, de pas être à la hauteur. Oui, il y a voilà. Enfin, je pense que là, on va pousser des portes ouvertes, mais le syndrome de l'imposture, c'est quand même très, très, très féminin. Ouais. Et on a tout ça un petit peu encore au fond de nous. Alors, certainement, il y a des femmes qui ne l'ont pas, mais de façon, je veux dire, générale. Même moi, quand tu m'as proposé cette interview, je ne pensais pas avoir tellement de choses à raconter. Si. Voilà, donc c'est quand même très très ancré chez nous. Donc oui, ça va faciliter la parole et voilà et les échanges. En revanche, ce qu'on remarque, c'est qu'une fois que les femmes ont pris une confiance sur un sujet, sur leurs compétences, là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, et après, je sais que pour en avoir discuté aussi avec des gérants et des gérantes, beaucoup n'aiment pas qu'on genre la façon dont on investit, mais on revient souvent en disant que les femmes sont plus averses au risque que les hommes. C'est peut-être vrai. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Et surtout, je pense que ça n'est pas un désavantage quand on veut investir à long terme, par exemple, pour se constituer un capital retraite. Et il y avait une étude de Trade Republic qui avait bien montré là-dessus que, en fait, sur le long terme, c'est la régularité qui va compter, et que globalement, je crois, c'est ce qui démontrait que les femmes performaient mieux, de plus 2% de performance par rapport aux hommes, parce que elles investissaient de façon très régulière et sur des choses peut-être moins risquées, et que sur le long terme, c'est ça qui paye. Donc, mesdames, il faut persévérer. Non, mais sûr, on est plus régulière, plus prudente. Et donc, voilà. Au final, c'est nous qui... Voilà. Mais si son objectif est de préparer sa retraite, et ça va quand même être le sujet d'actualité aujourd'hui pour ta génération, et la génération qui vient un petit peu en dessous. Quel est ton avis alors à ce sujet-là, la retraite tu penses que j'aurai une retraite, moi? Je pense qu'il faut que tu t'en préoccupes dès maintenant. Moi, comme dans beaucoup de choses, je pense qu'il faut un équilibre. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter notre système complètement par répartition comme ça. Mais on voit dans d'autres pays que tu as des systèmes mixtes, à la fois avec de la répartition et de la capitalisation, et que ça fonctionne pas mal. Hein. Donc, je crois qu'en Suisse, notamment, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut que effectivement la France s'ouvre à mettre une dose de capitalisation là-dedans, et c'est là où on va revenir sur le sujet de l'éducation. C'est là où effectivement pour ta génération comme pour celles qui vont suivre, ça sera important d'être formé. Voilà, il y a quand même un gros effort, mais je suis plutôt optimiste parce que dans les dernières enquêtes que l'on voit sur les investisseurs, on voit quand même une croissance des investisseurs jeunes. Alors certes, il y a, et je crois que c'est dans la dernière enquête de l'AMF, il y en a 1 sur 10 qui va aller sur des choses beaucoup plus spéculatives comme les cryptoactifs, certainement pour avoir voilà, mais c'est 1 sur 10. Donc ça veut dire que 9 sur 10 font aussi d'autres choses, et je pense que notamment, il y a quand même une prise de conscience certaine qu'il faut préparer sa retraite et se préparer un capital. Oui, prise de conscience qu'on aura moins de retraite, qu'on va vivre plus longtemps. Donc, absolument. Si on veut vivre dignement, il faut se débrouiller par nous-mêmes. Exact. Oui. Pas compter non plus que sur l'État et la retraite. Voilà. Voilà. Ça va être. Je pense que la bonne voie, c'est un mixte.
des deux. Donc, mais certes, en France, on a un gros effort à faire pour aller vers ce mixte-là, alors que culturellement, effectivement, il y a beaucoup d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, où et les pays nordiques, de la même façon, sont beaucoup plus avancés que nous là-dessus. D'où ton rôle avec Place des investisseurs, d'éduquer Absolument. chacun, chacune, Absolument. Avertir chacun, chacune. Et donc, vous dispensez des formations? Alors, aujourd'hui, on a un site, donc placedesinvestisseurs.org, sur lequel on trouve beaucoup d'informations. On travaille avec des partenaires, effectivement, qui nous soutiennent, et notamment, on a un grand projet d'ouvrir en mai de cette année une plateforme Investisseurs Academy qui sera accessible aux investisseurs individuels, qui sera gratuite et qui va dispenser un certain nombre de formations en vidéo, vraiment du style c'est pas sorcier, voilà, avec des petits quiz, des petites vidéos de 5 minutes pour vraiment poser les grands principes. Ça sera vraiment de l'initiation et on travaille avec des grands partenaires comme eh bien alors faut que je les cite tous. Donc on a Orange, AXA, Engie, la Française des Jeux, BPI France, Trade Republic, BNP Asset Management, et puis Apax 72. Enfin voilà, c'est vraiment et ce collectif est en train de grossir. C'est vraiment important parce que c'est un projet unique. C'est la première fois que un collectif comme ça s'engage et met des moyens pour se dire on fait une plateforme indépendante, neutre, pour aller toucher l'investisseur individuel. Et ce qui est aussi original, c'est que du coup, on trouve différents acteurs de l'écosystème financier, des sociétés cotées, une banque d'investissement, BPI France, des gens du private equity, un asset manager, un nouveau broker comme Trade Republic, et voilà. Et il va en avoir d'autres qui sont en train de nous rejoindre. Donc ça veut dire que vraiment c'est tout l'écosystème qui est en train de se dire voilà, ça vaut vraiment le coup. Exactement. Il faut agir et agir maintenant sur l'éducation financière. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous allez faire sur cette plateforme? Vous allez proposer quelle thématique? Alors, on est en partenariat avec AXA Climate, qui a déjà un certain nombre de vidéos qui sont réalisées sur la partie environnementale. Et donc, on fait un premier module parce que, on le verra plus tard, mais c'est aussi le sujet RSE. Et donc, je disais que Place des investisseurs, c'était financer les transformations du monde. Dans les transformations du monde, il y a la transformation environnementale, la lutte contre le réchauffement climatique, mais pas que. Il y aura aussi les transformations numériques, sociétales à accompagner en termes de financement. Mais sur la partie enjeux climatiques, on va démarrer effectivement avec un premier module et tous les modules proposés par AXA Climate, mais là en plaçant vraiment l'individu au cœur du sujet. C'est-à-dire, moi en tant qu'individu, pourquoi c'est intéressant que j'investisse dans la finance verte. Pourquoi c'est intéressant pour moi en tant qu'individu? Pas uniquement pour le bien de l'humanité, mais pour moi en tant qu'investisseur. Donc voilà, c'est ces problématiques qu'on va traiter au début. Et après, on va traiter d'autres thématiques qui seront là carrément financières. C'est comment diversifier mon patrimoine en investissement dans le non-coté, par exemple. Ou alors, comment investir dans des ETF, comment m'y retrouver. Enfin voilà, on aura un certain nombre de thématiques comme ça. Comment, moi en tant que actionnaire salarié aussi, comment je peux agir, enfin voilà. C'est assez, voilà, on peut ne pas en finir. C'est à l'infini. Ça parle directement aux particuliers. Mais ça va exactement parler aux particuliers, avoir des premiers concepts qui vont être posés et après, effectivement, laisser son libre arbitre à l'individu pour aller creuser plus s'il le souhaite ou être accompagné par quelqu'un. Nous, on est assez agnostique là-dessus. Moi, je suis pas à me dire, oui, il y a
qu'une solution. Il faut que l'individu agisse par lui-même de façon autonome. Oui, c'est très bien et on voit aujourd'hui qu'il y a des nouvelles solutions. Donc ça, c'est formidable. Il y a des nouveaux acteurs et on pourra parler de l'investissement programmé. Mais voilà, si on veut être conseiller, c'est très bien d'être conseiller aussi. En France, on a des conseillers de gestion de patrimoine qui, en tout cas en 40 ans, moi j'ai vu le niveau nettement s'élever. Oui. Exactement. Les standards sont vraiment beaucoup plus hauts aujourd'hui. Et il y a des associations qui œuvrent pour ça, des associations professionnelles qui forment les CGP en permanence. Donc, on voit bien que ça s'est énormément professionnalisé. Et ça, c'est très bien d'être accompagné aussi, parce que dans ta vie de tous les jours, t'as pas forcément le temps de faire. Simplement, il faut avoir le niveau minimum pour comprendre ce qu'on te conseille et être en capacité d'exprimer tes besoins. Oui, ça n'empêche pas le contrôle. Ça n'empêche pas le contrôle et je dirais même dès le début, exprimer ton besoin, c'est pas si facile que ça, l'exprimer clairement. Et pour exprimer ton besoin, c'est nécessaire d'avoir des concepts qui soient clairs dans ta tête pour pouvoir exprimer un besoin clairement. Donc, vous allez apporter tous ces concepts sur la plateforme. Voilà. Enfin, on va se retrousser les manches, voilà. Et il y a alors pas tout seul, vraiment avec, je te dis, un grand nombre de partenaires. Et puis voilà, ce collectif a vraiment vocation à s'agrandir. L'idée étant de se dire, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites sur la pédagogie, mais qui restent en silo. Voilà. Aujourd'hui, il faut, je dirais, en termes de rupture, se dire, on fait de la pédagogie, mais il faut que ça touche plusieurs millions de personnes. Et il faut le faire à l'échelle, parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont à l'échelle. Oui. Et comme tu dis, il y a les enjeux retraite, enjeux aussi, peut-être inflation aussi. Ah ben complètement. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qu'il faudrait que là, les personnes qui nous écoutent prennent conscience? Parce que dans la communauté, il y a de plus en plus d'investisseurs particuliers, d'entrepreneurs, qui ne font rien, ils épargnent, ils ne font rien de ça. Même les entrepreneurs, ils font rien de leur trésorerie. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire prendre conscience des enjeux actuels? En fait, aujourd'hui, et c'est vraiment le sujet à la fois en France, mais le sujet européen, et ça a été notamment rapporté dans le rapport Draghi, c'est que on a beaucoup d'épargne et qu'il faut orienter cette épargne vers, effectivement, le financement des transformations que l'on doit réaliser aujourd'hui. Et si possible, financer ces transformations en France, on va être un peu chauvin, en Europe, et pas forcément que cette épargne aille financer nos amis américains. Uniquement. Aujourd'hui, les épargnants français financent, ça part 40% en financement sur des produits américains. Donc, faut un petit peu aussi que l'Europe se réveille. Je pense que c'est bien dans l'air du temps. On voit que effectivement le contexte international est quand même... alors là, je veux dire, en 40 ans, je peux quand même témoigner d'un grand changement. Je ne pensais pas effectivement voir ces différents pôles entre les États-Unis, la Russie et la Chine arriver comme ça. Mais je veux dire, en termes de souveraineté aussi, c'est clair que l'Europe doit se réveiller. Et en termes d'investissement également. Voilà, on a un potentiel d'investissement important. On est un marché important. Donc, on parle beaucoup de ce marché en termes de consommation, mais en termes d'investissement également. Donc c'est important. En France, notamment, on a un secteur de société de gestion, d'asset management important, avec des acteurs quand même dans le top 10 mondiaux. Donc il faut aussi mettre ça en avant. Et les institutionnels ne suffiraient pas? Les institutionnels,
c'est très important, hein, parce que ça va être des masses très importantes. Mais enfin, derrière des institutionnels, il y a des individus, hein, parce que les institutionnels, que ça soit les compagnies d'assurance, les caisses de retraite ou les sociétés de gestion, ils ont un donneur d'ordre qui est le particulier, parce que voilà, ils vont gérer, ta caisse de retraite va gérer ta retraite par répartition. Donc c'est important. Ils agissent dans un cadre aussi, ils ont des mandats où parfois ils ont moins de liberté que les individus. Donc c'est important d'avoir les deux. En termes de marché boursier, par exemple, et ça j'ai pu le voir durant toute ma carrière, un marché boursier sain, c'est un marché boursier où tu as à la fois des flux institutionnels et des flux d'investisseurs individuels. Pourquoi ? Parce que, notamment si on prend par exemple l'exemple d'une société, et on peut prendre l'exemple des sociétés de valeur moyenne, eh bien quand tu vas avoir une baisse de cours, que le marché va être très chahuté, les investisseurs institutionnels sont vraiment dans un cadre qui leur est donné, qui va peut-être les obliger à sortir du titre ou du secteur. Alors que des individus, eux, bien, ils ont leur libre arbitre et ils peuvent rester. Et notamment, on voit, et c'est bien documenté par les statistiques que peuvent fournir Euronext. Parce qu'ils ne peuvent pas faire un certain niveau de perte. Voilà, exactement. Donc, des institutionnels sont obligés de sortir parce que le cours a baissé, ou alors parce que ils ont un ratio d'emprise et qu'ils peuvent pas représenter plus de tant de % de la société. Donc, ils sont obligés de sortir. Alors qu'un individu, lui, même s'il est rentré à un cours plus haut, il va avoir tendance même à racheter pour moyenner son point à la baisse et moyenner son point mort comme ça. Donc, dans les périodes de baisse de marché, les individus, l'ensemble des investisseurs individuels est généralement net acheteur, alors que les institutionnels sont net vendeurs. Donc tu vois là, c'est vraiment important d'avoir un équilibre entre les deux. Aujourd'hui, ce qui se passe sur les marchés boursiers, notamment sur les valeurs moyennes, donc je dirais en dessous d'1 milliard de capitalisation, bien on voit que il y a un déficit du flux institutionnel. Il y a peu de professionnels, de sociétés de gestion qui sont investis. Ils ont dû sortir, et donc on a essentiellement des investisseurs individuels qui fournissent la liquidité sur ces titres. Voilà, donc c'est bien qu'ils soient là, mais ça serait mieux d'avoir un marché plus équilibré. Mais ils fournissent la liquidité, mais ils ont aussi un intérêt à fournir la liquidité. Ils ont un intérêt à fournir la liquidité, mais du coup, c'est vrai que quand tu as que des investisseurs individuels, et puis avec ces niveaux de capitalisation, tu vas avoir des titres très volatiles sur les marchés boursiers, donc tu vas avoir des écarts de cours d'un jour à l'autre très importants. Et pour un chef d'entreprise, je reconnais que c'est pas forcément facile à vivre, voilà, et à intégrer dans sa stratégie. Donc c'est vrai que des flux institutionnels te donnent plus de stabilité. Donc c'est vraiment le meilleur des mondes, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré. Et justement, pour qu'il y ait de la stabilité du cours de bourse et rassurer l'entrepreneur de son cours de bourse, quelles sont les bonnes pratiques que les investisseurs doivent adopter ? Toi-même, tu es une investisseuse. Quelles sont les bonnes pratiques alors ? En tant qu'investisseur ou en tant En tant qu'investisseur. Alors, moi, quand j'investis, c'est ça ? Oui. Voilà. Alors, c'est très, très indiscret comme question, mais donc, déjà, je pense que je ne fais pas exception du tabou de l'argent, même si je travaille dans ce secteur depuis 40 ans. Hein. On sait que chez nous, c'est quand même quelque chose de compliqué, et c'est vrai qu'il faut, voilà, en France. Moi, je dirais que les bonnes pratiques, c'est premièrement la compréhension. Moi, je n'investis pas dans quelque chose que je ne comprends pas. Donc, si je comprends pas le secteur, si je comprends pas le business model de l'entreprise, en termes d'indices, par exemple, si je veux investir sur un ETF, mais sur un sous-jacent avec un indice, je ne comprends pas l'indice et je ne vois pas ce que cet indice veut capter ou mesurer.
moi aujourd'hui, je ne suis pas du tout une experte des cryptoactifs, par exemple, et il faut vraiment que je comprenne ce véhicule avant d'y investir. Donc ça, c'est la première chose, c'est comprendre ce qu'on fait, mais on revient toujours à l'éducation, hein, c'est voilà. Et puis aussi également de diversifier. Ça, c'est clair. Et je vais être très aussi axée sur la régularité, de pouvoir, avec un horizon... voilà, moi, j'ai pas d'horizon court terme, c'est plutôt... Et comme tu es une femme aussi, on est encore plus régulière. Voilà, exactement. Après... sur une période très longue d'une vie, je pense qu'il faut pas non plus que... il y a cette pression de dire, oh là là, il faut vraiment que j'investisse. Il y a des périodes de ta vie où tu pourras peut-être mettre sur pause. Voilà, il faut pas culpabiliser pour ça et se dire, voilà, on va tout rater ou on a raté. Voilà, il faut vivre. Il y a des moments, il y en a d'autres priorités d'investissement. Hein, oui. Il y a des moments, son argent, on peut pas forcément le placer. Exactement. Moi, j'ai eu 3 enfants en 4 ans, donc ils se sont trouvés tous les 4 à faire leurs études en même temps. Donc ça peut être aussi... Donc tu as payé les études plutôt que... Et voilà, c'est un autre type d'investissement, mais on investit dans d'autres valeurs et d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas culpabiliser pour ça. Voilà, il faut pas se dire, oh là là, j'ai loupé quelque chose. Non, il faut vivre et rester... et voilà, et rester dans... j'investis, mais ça a du sens. Il faut quand même garder le cap et se dire... je reprendrai l'investissement à un moment donné, avoir des objectifs à long terme. Exactement. Et pas perdre de ligne de mire nos objectifs qui sont que il faut se constituer notre propre retraite, qu'il faut avoir d'autres sources de revenus aussi. Voilà, exactement. Et ce qui est important, alors, ce qu'il n'y avait pas à l'époque, il y a 40 ans, on ne parlait pas de l'investissement programmé, comme on voit se développer aujourd'hui, notamment chez les jeunes, c'est-à-dire cette capacité à au-delà de ce qu'il te faut pour vivre et de garder un matelas pour les aléas de la vie ou racheter une machine ou quelque chose, enfin bref, mais de pouvoir investir de façon automatisée et des petits montants, ou de gros, ça dépend de ses capacités, mais de façon comme ça, automatisée, de façon régulière, sans se poser de questions. Il n'y avait pas ce type de possibilité. Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de valeur ajoutée par rapport à l'époque que j'ai connue. Parce que du coup, tu te le mets en automatique, tu l'oublies pendant un moment et voilà, et ça va investir automatiquement et on sait que voilà, la régularité sur le long terme, ça paye. Et toi, donc dans tes 40 années d'expérience, tu as été au contact d'investisseurs institutionnels, investisseurs particuliers. Est-ce que tu as vu de la part des acteurs financiers des différences de traitement entre chacune de ces catégories d'investisseurs ? Alors, c'est amusant que tu me poses cette question parce que à Place des investisseurs, cette année, nous avons créé ce qu'on appelle un conseil consultatif d'investisseurs. Voilà, pour l'instant, il y a 6 personnes, enfin, on va aller jusqu'à 9, où on essaye d'avoir des investisseurs en direct, et c'est vraiment du bottom-up, c'est-à-dire qu'ils nous font revenir leurs préoccupations, et assez diversifiées en termes d'âge, en termes de profil, en termes de sur quoi ils investissent, et que la problématique de l'information, et notamment de l'information qui est fournie aux investisseurs institutionnels par rapport aux investisseurs particuliers, revient systématiquement, quelles que soient les classes d'actifs. Donc, oui. Ils pensent que c'est pas transparent et qu'eux, ils ont moins accès à l'information. Alors, ils pensent qu'ils ont moins accès à l'information, notamment sur des classes d'actifs comme par exemple les obligations.
avec une difficulté à aller chercher l'information. On la trouve pas toujours sur les sites des banques françaises. Enfin voilà, donc oui, un accès à l'information qui est pas forcément complètement coupé, mais qui est beaucoup moins facile. Donc avec, il faut du temps pour aller rechercher. Voilà, c'est pas fourni de façon facile. Alors c'est leur impression ou c'est la réalité? Non, je pense que c'est la réalité, c'est la réalité. Donc voilà, quand tu es un individu, et si tu dois aller sur X site pour trouver, c'est voilà, avec des sites en plus qui peuvent fournir des informations qui sont pas toujours de façon cohérente, hein, voilà. Bon, donc non, il y a une vraie difficulté sur certaines classes d'actifs, c'est clair. Et deuxièmement, c'est même quand l'information est accessible de la même manière. Si on prend par exemple des sociétés cotées qui vont mettre dans leur rubrique information financière à disposition, elle n'est pas forcément formatée pour un investisseur individuel, notamment tout ce qui va être résultats financiers ou présentation aux investisseurs institutionnels. On voit qu'il peut y avoir un langage, un jargon qui n'est pas adapté pour l'investisseur individuel. On pourrait absolument, notamment en termes de présentation des résultats, faire la même chose, mais l'adapter, notamment avec des termes en français, par exemple, si on s'adresse à des investisseurs individuels français qui sont encore quand même sensibles au fait qu'on s'adresse à eux en français. Voilà, donc et souvent les documents ils sont plus traduits, donc voilà, donc ça effectivement c'est une difficulté. Et après, je pense que les investisseurs individuels aussi, en tout cas ceux qu'on voit, parce qu'on fait beaucoup de réunions à Paris et en région. Hein. L'année dernière, on a fait 13 réunions, on a réuni 3000 personnes avec une vingtaine de sociétés. Il y a un vrai intérêt pour comprendre des choses stratégiques, hein, c'est-à-dire c'est quoi le métier de la société, c'est quoi votre business model, c'est quoi vos marchés, votre stratégie de développement, très lié aussi au développement du territoire. Voilà, on est dans tel territoire, qu'est-ce que vous faites pour développer le territoire ici, notre région. Enfin, voilà, il y a des choses vraiment qui ont beaucoup de sens. Il faut aller un petit peu au-delà des chiffres. Certes, on aura toujours des individus qui vont te parler du cours de bourse, du dividende. Mais vraiment, dans les réunions qu'on a faites, je vois de moins en moins de questions sur les dividendes et de plus en plus de questions vraiment qui ont beaucoup de sens, beaucoup de bon sens au niveau stratégique. À quoi va servir mon argent ? À quoi va servir mon argent ? Des questions, par exemple, sur aussi le contexte international. Est-ce que ça va vous pénaliser ? Voilà, hein, là, ça va être carrément cette année sur ce qui va se passer aux États-Unis et droits de douane, par exemple. Voilà, ça, c'est des questions qui vont être posées. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même beaucoup de bon sens dans les questions qui sont posées. Et donc, toi, tu es au contact de nombreux investisseurs. Et vous avez votre newsletter aussi qui regroupe énormément de particuliers. Absolument, Est-ce que vous avez vu d'autres craintes de leur part ou des nouveaux intérêts qu'il n'y avait pas auparavant ? Alors, des nouveaux intérêts, des craintes, non, parce que on a quand même beaucoup, enfin, dans les 100 000 investisseurs individuels qu'on a, on en a quand même plus de la moitié qui ont plus de 65 ans et donc qui ont vu, qui sont investisseurs depuis longtemps, donc qui ont vu et connu beaucoup de crises et de cycles. Donc des craintes particulières, pas forcément. En revanche, des intérêts nouveaux, oui. Très clairement, il y a un intérêt croissant pour les ETF, donc ces fonds indiciels cotés. Et pas que de la part des jeunes. Beaucoup de la part des jeunes, mais on voit aussi des investisseurs plus âgés et plus anciens qui commencent à venir sur ces produits pour diversifier et prendre des expositions un peu plus diversifiées. Donc ça, c'est une vraie tendance.
on n'a pas encore vu cette tendance, mais on a aussi pas mal de questions sur le non-coté. Parce que voilà, le non-coté est une classe d'actifs qui va rentrer dans des produits d'assurance vie, des produits comme le PER. Donc voilà, c'est aussi... Depuis la loi Pacte maintenant. Voilà, exactement, et la loi de l'industrie verte. Donc c'est important de savoir... voilà, donc il y a des questions. Et sur le non-coté, il y a aussi beaucoup de questions sur le territoire, puisque en fait, il y a quand même pas mal d'investisseurs... Enfin, les investisseurs individuels, de façon générale, ils sont très attachés à leur territoire. Et quand on parle de transformation du territoire, ils sont assez au courant d'entreprises de leur territoire qui sont pas forcément encore arrivés à la maturation d'être une entreprise cotée, donc qui sont plutôt financés par soit du private equity, soit par des plateformes de crowdfunding. Donc il y a des interrogations là-dessus. Et là aussi, il y a besoin de formation. Tu connais bien, je parlais de ça avec Avidan Guessman de chez Apax by 72, et il me disait... Nous, on est les premiers acteurs de la réindustrialisation en France. C'est nous qui aidons. Oui, parce que c'est... alors, moi, j'ai l'habitude de pas opposer effectivement ce qu'on appelle le private equity, le non-coté et la bourse. Je pense que c'est tout à fait des écosystèmes qui se nourrissent. Et c'est vrai qu'une entreprise, en fonction de son stade de développement, elle peut être financée par ce qu'on appelle le private equity, le non-coté. Oui. Et puis, arrivé à un certain stade, la bourse est une sortie aussi pour le private equity, logique, de se dire, voilà, maintenant, elle est arrivée à maturité, on la met sur le marché. Et je pense que, effectivement, c'est quelque chose qui se complète très, très bien. Mais en termes d'investisseurs individuels, c'est une classe d'actifs qui est beaucoup moins bien connue. D'abord parce que historiquement quand même elle était réservée il fallait 5 millions absolument à des montants très importants, donc voilà, donc les individus c'était plutôt soit des family office, enfin voilà, c'était pas forcément vraiment des produits à destination des individus. Il se trouve qu'il y a vraiment un effort de démocratisation. Donc là, par exemple, BPI France, en fin d'année dernière, a lancé son 3e fonds et je crois que la part est à 500 €. Donc, et de façon accessible directement à travers la plateforme de BPI France. Donc on voit que c'est accessible. Il y a des produits maintenant qui sont accessibles et Apax by 72, je crois qu'ils ont aussi des produits qui sont beaucoup plus accessibles aux individus. Et même si c'est pas accessible en direct, mais que c'est à travers l'assurance vie ou un PER, il faut quand même que les individus comprennent ce que sera cette poche. Voilà. Je pense que c'est vraiment le jour où quand même on aura des investisseurs qui auront les bases, on aura fait un gros progrès. Et je pense que c'est ça aussi qui fera que on aura plus d'intérêt, moins de crainte. Enfin voilà, on a beaucoup plus de réticence sur quelque chose qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas, que sur quelque chose dont on a déjà les concepts de base. Oui, en toute logique, c'est sûr. Est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais adresser aux personnes qui nous écoutent ? Alors, d'abord, le temps est passé très, très vite. je pense qu'on a bien parlé, on va arriver au bout des... Donc, un dernier message. Je pense que c'est sur le sens. Je pense que investir... si on ne donne pas un sens, voilà, on n'investisse pas simplement pour accumuler de l'argent. Oui. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, peut-être pour certains, mais très franchement, je pense pas que ça soit la majorité des individus. Donc, trouver du sens. Le sens, il n'est pas forcément le même pour tout le monde. Ça va dépendre de ses objectifs, ça va dépendre de sa trajectoire de vie, du moment de sa vie. Mais si on trouve du sens, on trouve de la passion, on trouve de l'intérêt. Voilà, donc revenir au sens, je pense que c'est vraiment très très important. Et puis investir avec plus de sérénité.
Voilà. Ben, quand Parce que si on pense qu'à l'argent aussi, dès qu'il y a des moments de baisse, là, on commence à stresser aussi. Exactement, Ouais. mais parce que là, il n'y a pas de sens. Ouais. Donc, parce que le sens va quand même avec, c'est le sens dans la durée. Je pense que quand on trouve du sens dans sa vie ou quand on trouve du sens dans n'importe quelle activité, on a quand même une notion de durée. On veut trouver du sens pour une période longue. Ouais, je parlais de ça avec certains fonds qui faisaient des études justement sur nos émotions face à nos investissements. Ils disaient que ça, c'était un fléau qui fait que certains investent, voire complètement, du fait de la non-maîtrise de ses émotions, parce qu'on sort, on revient, on sort, on revient, et c'est ça qui fait que ça fait varier les cours, alors que ça aurait très bien pu se passer, ça aurait très bien pu performer, mais au final, du fait qu'on n'arrive pas à maîtriser ses émotions parce qu'on a peur de perdre de l'argent, eh ben l'histoire ne se passe pas de la même façon. Oui, alors je dirais aussi que là, il y a des stratégies à mettre en place, mais des stratégies comportementales. Hein. Ça veut dire que si tu diversifies, du coup, t'auras moins de, tu seras moins concentré en risque. Si tu te donnes un horizon plus long. Et c'est quand même le concept de l'épargne programmée, hein, c'est-à-dire tu fais ça de façon automatique sur un produit qui est assez diversifié. C'est justement pour éloigner ce caractère émotionnel, et être voilà. Donc je pense que tu peux garder, ça dépend aussi de ton patrimoine, mais si tu as envie de t'amuser, tu peux garder une partie sur lesquelles tu vas te dire, j'ai envie d'avoir un peu d'adrénaline. Et puis sur le reste, le monde n'est pas juste monolithique, hein, ton portefeuille non plus. Tu peux, et puis il vaut mieux pas non plus être all-in 100% sur une classe d'actifs. Voilà, mais moi j'ai je connais des investisseurs individuels, qui ont envie aujourd'hui de comprendre ce que c'est que les cryptoactifs, qui prennent des petits montants sur les cryptoactifs, pas pour faire un coup, mais parce que du coup. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque aussi, et quand on revient et on refait la boucle avec les femmes, la meilleure des choses, c'est de tester en réel. Voilà, faut arrêter les simulations. Et je simule sur un truc, mais c'est déconnecté de la réalité. Non, faut y aller en réel, avec des petits montants. Se prévoir un petit peu de temps quand même pour se consacrer à ça. Et donc, par exemple, moi, je connais des gens, donc pas des jeunes, hein, mais qui achètent des cryptoactifs, hein, qui sont ma génération ou même un peu plus, pour comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il y a que le tester en réel qui te permet de comprendre comment ça fonctionne. Ouais, mettre le pied à l'étrier. Complètement. Mais ça, je pense que c'est un concept un peu pour beaucoup de choses dans la vie. Mais essayer effectivement de tester sans prendre trop de risques, bien évidemment. Mais le test and learn, hein, comme disent nos amis anglais, c'est quand même un très très bon concept. Et puis après, tu ajustes. Mais oui, tester en réel, il n'y a rien de mieux. Très bien. Merci beaucoup, Anne, pour ce partage. Merci à toi. Pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient retrouver tous les travaux que vous faites au sein de Place des Investisseurs, donc tu disais tout à l'heure, il y a votre site internet. Oui. placedesinvestisseurs.org. Voilà, exactement. Place des investisseurs, tout attaché. Pas .fr, mais .org. .org, parce que nous sommes une association, effectivement. Après, vous avez votre newsletter. Ils peuvent s'inscrire à la newsletter. Ils recevront effectivement, si ils nous laissent leurs coordonnées pour la newsletter, mais ils recevront aussi nos invitations pour les réunions à Paris et en province que l'on va. On fait des events physiques.
Exactement. Voilà. Depuis le Covid, on s'est aperçu, les réseaux, c'est très très bien, et je suis ravie. Et le contact physique, c'est très très bien aussi, de pouvoir discuter avec les dirigeants d'entreprise. C'est très important quand on peut le faire, et on voit que ça a beaucoup de succès. Parce que vous faites venir des dirigeants d'entreprise ? Absolument. Les réunions qu'on fait en province, quand je te disais, on a fait 13 réunions avec 20 sociétés qui ont réuni 3000 personnes. C'est vraiment le soir en physique, à Lyon, à Toulouse, à Strasbourg, à Lille, enfin voilà, un petit peu partout en France. Et on fait venir 2 ou 3 sociétés qui se présentent, il y a des questions-réponses, et après, il y a un temps d'échange et de dialogue directement avec les dirigeants lors d'un cocktail convivial. Et donc... c'est notamment des sociétés cotées. Voilà, là, c'est des sociétés cotées. Donc les actionnaires Absolument. peuvent venir. On va faire notre première réunion sur le non coté à Paris début mars. Et donc voilà, on va développer des réunions aussi thématiques et pour d'autres types de classes d'actifs. Et on fait aussi des webinaires. On a fait un webinaire sur les ETF à la fin de l'année avec des partenaires. Voilà, on est vraiment toujours dans la découverte pédagogique et fournir des informations à destination des investisseurs qui puissent avoir une valeur ajoutée. Par exemple, on a quelque chose qui est très prisé sur notre site, c'est que on met à jour très régulièrement les dates d'assemblée générale, qui sont pas toujours faciles à trouver. Oui. Donc, puis au lieu d'aller chercher sur les sites des uns et des autres, vous répertoriez tout. Exactement. Et dès qu'on a la date, elle est mise. Donc c'est aussi, c'est toujours la même chose, quoi. C'est important. Concentrer les informations. Voilà, exactement, qu'ils aient accès aux informations et qu'ils les aient en avance. On a aussi un magazine sur lequel, au mois de décembre, on a fait plusieurs articles sur comment participer à une assemblée générale. C'est important pour les investisseurs individuels. Même s'ils ne participent pas, par exemple, de façon parce qu'ils ont des titres en direct, mais qu'ils ont à travers une société de gestion, par exemple, connaître la politique d'engagement actionnarial de la société de gestion, ça paraît aussi important. Donc, on a un peu décrypté ce genre de thématique dans le magazine. Très bien. Et c'est important pour les investisseurs, mais aussi pour les entreprises. Oui. Peut-être, parce que c'est vrai que tu me diras, c'est toi qui as plus d'expérience que moi. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu déconnectés auparavant. Les entreprises ne créaient pas trop de liens avec l'actionnariat. Et maintenant, on revient sur ça. Ils veulent plus de contacts, plus d'interactions. Absolument. Donc ça, il y a beaucoup plus d'engagement actionnarial. Donc aujourd'hui, l'engagement actionnarial, il est beaucoup décliné par les investisseurs professionnels, les institutionnels. C'est quand même beaucoup, toute la dimension RSE, et donc RSE, ESG, dans le G, c'est la gouvernance. Oui. Donc c'est important. Et donc aujourd'hui, les entreprises, oui, doivent s'expliquer sur leurs décisions, sur les résolutions. Et il y a pas mal de discussions, même avant l'Assemblée générale, avec un certain nombre d'investisseurs institutionnels qui posent des questions en termes de stratégie. Donc ça, c'est important. Oui, puis c'est aussi de cette façon-là qu'on va intéresser les Français à l'investissement et arrêter à épargner. C'est de cette façon-là aussi. Exactement. C'est à faire un pas vers eux aussi. Absolument. Et donc là, pour la première fois, donc c'était en novembre de cette année, le FIR, le Forum de l'investissement responsable, qui a mené une table ronde sur l'engagement actionnarial. Et donc, il y avait à côté de moi le président du conseil d'administration d'Engie, il y avait un investisseur institutionnel, et il nous avait demandé, place des investisseurs, de représenter les investisseurs individuels. Donc voilà, on voit bien que la place des investisseurs individuels, cette partie prenante qui est quand même importante, remonte bien dans les préoccupations. Donc c'est important.
Très bien. Ils jouent un vrai rôle et ils ne sont pas oubliés. Non, et ils sont exactement. très, très importants. Exactement. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Tu as évoqué un sujet, la gouvernance. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine émission. Absolument, oui. Est-ce que tu aurais éventuellement un invité à me recommander sur ces sujets-là? Alors, sur les sujets de gouvernance, alors parce que effectivement, je suis administratrice indépendante de Clé Holding et je trouve que c'est depuis 2022 et je trouve que c'est une expérience extrêmement enrichissante. Je trouve que c'est un vrai sujet. Les femmes, en plus, avec la loi Zimmermann, sont rentrées dans beaucoup de conseils d'administration et je pense que cette mixité a une vraie valeur ajoutée. Je ne lui en ai pas parlé, mais moi-même, j'ai à mon conseil d'administration Place des investisseurs, Eliane Rouillet-Chevalier, qui a monté une formation à Dauphine à destination des administrateurs indépendants et la RSE. Et donc ça, je trouve que du coup, ça serait deux sujets, gouvernance et RSE, qui seraient vraiment intéressants d'explorer. Très bien. On verra avec cette personne. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci pour ton partage. Merci à toi. Merci pour cette convivialité. Et puis pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous savez très bien que ce sont toujours vos interactions qui permettent à cette chaîne de continuer à vivre. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que Anne, elle se fera un plaisir d'y répondre aussi. Je serais ravie, effectivement. Et si vous avez des idées de suggestions de prochaines émissions, n'hésitez pas aussi à les écrire en commentaire. On lit tout, on vous répond. Merci à vous aussi d'avoir visionné cette interview et à bientôt. Merci.